Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. Une quatrième preview de division. Aujourd'hui, on arrive à la moitié déjà, ça passe à une vitesse folle. L'AFC Nord qui va nous occuper aujourd'hui, une division une nouvelle fois qui devrait être ô combien disputée, elle l'a déjà été l'année dernière, et qui devrait être disputée, mais au contraire de la NFC Sud, disputée et brillante en plus, ce qui fait donc du coup deux choses intéressantes. Pour en parler avec moi, on a une équipe, comment dirons-nous, une équipe presque au complet. On est 4 aujourd'hui. C'est un truc incroyable. On a d'abord celui qui est toujours avec moi, enfin presque. C'est mon Seb. Salut Seb, comment ça va? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Oui, je suis presque toujours là. Je laisse quand même la place à un petit peu de monde pour les previews. Aux petits jeunes. Aux petits jeunes, parce qu'il faut qu'ils s'aguerrissent. Hein. Il faut C'est qu'ils ça. se fassent les dents. Je ne peux pas non plus attirer toute la lumière sur moi. Ma modestie légendaire en souffrirait. Toujours est-il que c'est vrai qu'après la NFC Sud, ce soir, ça fait du bien. On va parler de football. On va T'as eu parler besoin de de la couper FC Nord. depuis la Ouais. NFC Sud. T'étais plus là. Ça fait une semaine. J'ai pris une semaine de vacances. Du coup, moi, ça m'a épuisé ce truc-là. Là, C'est un on va truc, parler de foot et on va parler de foot qui tape très très dur avec la FC Nord. On a avec nous celui que les fans de Houston ont maintenant érigé en statue devant le NRG Stadium. C'est Romain. Salut mon Romain, comment ça va? Salut mon Flav, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et voilà, AFC Nord aujourd'hui, je tiens à prévenir avant toute fausse accusation que je ferai preuve de l'objectivité la plus totale qu'il soit. Voilà. Digne de Yaya quand il parle des Giants, c'est vous dire l'objectivité. Et je ne critiquerai pas Joe Burrow sur les 10 premières minutes du podcast. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Et avec nous, un fan des Chargers, donc lui il est neutre. C'est notre Flo. Salut Flo, comment ça va? Exactement. Salut Flav, salut les mecs, bonjour à toutes et à tous. Je suis enfin prêt. Eh bien, si t'es prêt, alors on est parti. On commence comme d'habitude avec l'ordre inverse du classement de l'an dernier. Mais alors, contrairement à d'autres divisions, cet ordre inverse est plutôt, comment dirons-nous, positif, puisque tout le monde a fini l'an dernier avec un bilan au-dessus de la moyenne. Bravo la FC Nord. Ils ont même, pendant un moment, été pas loin de faire 4 équipes en play-off. Ça n'a même pas été loin. Les Bengals qui ont fini dernier après avoir lancé leur saison tardivement. 9 victoires, 8 défaites pour les Bengals de Cincinnati. Mon cher Seb, la question va être très simple. Est-ce que la bonne saison des Bengals repose sur le fait que Joe Burrow reste en bonne santé? Ça me paraît. Enfin, la réponse est dans la question, Flav, si tu peux me le permettre. Mais la question est un peu débile, c'est ça que tu es en train de me dire? Non, pas du tout. Tu me confonds avec Arthur. C'est incroyable que tu fasses ça. Oui, il est évident que le sort des Bengals repose totalement sur la santé de Joe Burrow. Quelques petits faits à rappeler. Quand Joe Burrow est en bonne santé, qu'il joue toute la saison, au hasard 2021 et 2022, ils ont une attaque qui est top 10, ils remportent l'AFC ou ils finissent pas loin. Quand il fait une saison tronquée, 2020 et 2023, il n'y a pas de play-off. Et ça avait quand même mal commencé pour lui la saison dernière, puisqu'il s'est déjà blessé au mollet, je crois que c'était dès les camps en début de saison. Donc on a vu un Joe Burrow qui a eu un début de saison un petit peu compliqué, et donc des Bengals qui ont eu du mal à lancer leur saison. Et au moment où vraiment ça commençait à cliquer, où ça commençait à décoller, où il y avait des victoires qui s'enchaînaient, puisqu'ils s'offrent quand même successivement Arizona, Seattle, San Francisco, Buffalo, et bien là, crac, blessure au poignet de notre ami Joe Burrow, la saison est terminée. On a quand même cru que son backup, Jake Browning, allait nous faire un petit miracle, parce que faut quand même reconnaître que l'homme n'a pas démérité dans son rôle. Hein. Il va quand même arracher une victoire en overtime contre les Vikings. À ce moment-là de la saison, c'est pas rien. Sauf que il y aura 2 défaites crève-cœur sur les dernières journées, mais l'avant-dernière journée et l'antépénultième contre Pittsburgh et Kansas City, qui enterreront définitivement leurs espoirs de play-off. Tout à fait. On a, tu l'as dit, une attaque qui est explosive. On a toujours, évidemment, Ja'Marr Chase, on a toujours T. Higgins. C'est rajouté Mike Gesicki pendant cette intersaison. Il y a eu un changement quand même, Romain, au poste de running back. On a enlevé Joe Mixon, ce sera Zach Moss. Est-ce que là, les Bengals n'ont pas possiblement affaibli leur jeu de course?
S'ils l'ont affaibli, c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que l'an dernier, c'est 89 yards par match, c'est le deuxième pire total en NFL, donc c'est un peu inquiétant s'ils l'ont affaibli. C'est souvent le dû aussi à une ligne offensive qui n'était pas la meilleure ces dernières années. C'est ce que j'allais dire. Ceci étant dit, Zach Moss, pour moi, ça reste moins fort que Mixon, mais ils ont quand même renforcé la ligne offensive avec notamment à la draft, premier tour, ils prennent Amarius Mims, qui devrait plutôt jouer à droite, et ils ont aussi ramené Trent Brown à la free agency. Et donc c'est prometteur. Je pense notamment à Mims, le rookie, qui a jamais donné un sac en carrière sur les 372 qu'il a disputés. Donc ça va être clairement un axe à observer. Et je rajoute aussi qu'il y a eu un changement au niveau du coordinateur offensif, dont j'ai oublié le nom, qui est Callahan, qui est parti chez les Titans, qui lui privilégiait plutôt une attaque à la passe. À voir. Est-ce que tout ça peut remodeler les choses et éventuellement nous offrir du jeu plutôt de course à Cincinnati? Peut-être. À voir. D'ailleurs, on va avoir un double Brown chez les Bengals en tackle à gauche comme à droite. T'as Orlando Brown d'un côté et Trent Brown de l'autre. Comme ça, au moins, si on se trompe, on ira sur Brown, hein, comme ça. Brown contre les Browns, ce sera bien. Ça va être dans la thématique. Niveau défensif, Flo, là aussi, ils ont des arguments, je pense notamment à Trey Hendrickson, qui est l'une des machines à sac de cette équipe des Bengals. Exactement, surtout que la saison dernière, c'était quand même pas leur fort, la défense, surtout au niveau de la passe. C'était la 28e défense à la passe. Et ce qui est important à noter quand même, c'est la perte de leur cornerback numéro 1, Aouzier, qui est parti. Donc je pense que ce sera Mike Hilton qui va passer en cornerback numéro 1, qui sera donc du coup lancé sur les meilleurs receveurs adverses. Mais justement, ils ont réussi à combler ce problème avec l'arrivée du safety Geno Stones, qui pourrait justement aider sur le comportement du jeu de passe. Et donc j'espère qu'ils vont pouvoir s'améliorer au niveau de la passe pour la saison prochaine. Je rebondis juste un peu sur ce qui a été dit avant. Et rebondis. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit au niveau de l'attaque. Je pense même qu'ils sont un peu trop dépendants de Joe Burrow, et encore plus maintenant avec la perte de Gibson, parce que c'était quand même plus de 1000 yards à la course la saison dernière et plus de 300 yards également à la passe. On savait l'important de la variété de Joe Mixon dans l'attaque des Bengals. Alors j'espère qu'ils arriveront à trouver des nouvelles solutions. Oui. Alors la question très rapide, parce qu'on va faire les prédictions comme d'habitude en fin de podcast. Question que j'ai posée avec les Bears de Chicago en NFC Nord, mais qu'on va remettre en AFC Nord. Est-ce que pour vous trois, en un mot, ça peut être Cincinnati qui fait de la dernière à la première place cette année? On a quasiment tous les ans une équipe qui finit dernière l'année d'avant et qui finit première l'année suivante. Est-ce que pour toi, Seb, ils peuvent faire last to first? C'est très possible. J'éviterai d'être trop affirmatif parce que... Oui, parce que la vérité du terrain, on sait. Ouais. La vérité du terrain, tout ça. Mais aussi, il faut tout de même rappeler que la division est tellement compétitive. Moi, je vais t'avouer un truc. Pour notre classement final personnel qu'on annoncera à la fin de ce podcast, moi, je l'ai refait au moins 5 fois. Et j'ai fini par me dire, c'est bon, celui-là, il fera bien l'affaire, hein, parce que je trouvais des arguments à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est... Tu es un homme indécis. C'est totalement possible. Est-ce que ce sera le cas? On verra. Mais ça ne me surprendrait pas. Ce serait chouette à voir. Et c'est totalement dans leur capacité. Romain? Pour compléter vite fait ce qui vient d'être dit par rapport à Seb, au niveau des calendriers, il faut savoir donc que les Bengals ont fini dernier de la FC Nord l'an dernier, donc ils ont bénéficié d'un calendrier beaucoup plus simple que les trois autres. Pour vous donner juste un ordre d'idée, les trois autres équipes... Ils cherchent déjà des excuses pour sa franchise. On le voit venir. Les trois autres équipes de la division disposent des 4 calendriers les plus durs, font partie des 4 calendriers les plus durs. Les Bengals ont l'un des 5 plus faciles. Il y a notamment une période, un moment où ils prennent Patriots, Commanders, Panthers, Giants sur les 6 premières semaines. Ces 4 matchs-là sont sur les 6 premières semaines. Surtout Giants, quoi. Ouais. Bonjour à toute la Giants Nation. Toute la team TF1. Et dis donc, on arrive à être à 4 et il n'y a pas un fan des Giants. C'est incroyable. On l'aurait jamais cru si on nous avait dit ça il y a un an. Tiens. Même question, Flo. Est-ce qu'ils peuvent faire last to first?
Alors, sincèrement, c'est compliqué. On sait que dans ce type de division aussi serrée, les blessures sont très importantes. Mais on va partir du principe que tout le monde est en bonne santé et je ne pense pas qu'ils pourront quand même finir premier. Mais Très sait-on bien. jamais. Alors, une équipe qui avait fini troisième elle l'an dernier, c'était les Steelers de Pittsburgh. Euh, On est d'accord, Seb, on en a parlé longtemps des Steelers en 2023. C'était une énigme complète, cette équipe. Même notre bon Romain qui tient le compte Steelers France, avait du mal à nous expliquer pourquoi est-ce que ça réussissait. Mais toujours est-il qu'ils ont fini avec 10 victoires, 7 défaites. C'est sûrement dû en grande partie à Mike Tomlin. Euh, ces Steelers de Pittsburgh, Romain, ils ont été finalement peut-être l'une des équipes les plus actives de cette intersaison 2024. Ouais, ils ont pas chômé. Évidemment, ils ont beaucoup fait parler d'eux par rapport à ce qu'il leur marchait sur le poste de quarterback. Donc, exit Kenny Pickett, Mason Rudolph. Et alors, l'upgrade que tu fais, elle est quand même hyper sympa parce que tu amènes Russell Wilson dans un premier temps pour une paire de chaussettes contre Denver. Et Justin Fields, qui pareil était un peu dans une situation compliquée à Chicago. Donc ça va donner la chance à Tomlin d'avoir deux options et de mettre en place une concurrence hyper intéressante. Si on va un peu plus loin, niveau défense, il ramène Patrick Quinn de Baltimore qui a fait une super saison l'an dernier avec Roquan Smith à ses côtés. Donc ça, c'est une belle upgrade. Et j'aime aussi bien, ils ont fait venir Deshaun Elliott au poste de safety. C'est un bon joueur pour cette défense qui est déjà plutôt efficace. Donc belle off-season de ces Steelers. Ouais, on a vraiment une attaque Flo qui semble avoir considérablement upgradé par rapport à l'année dernière. C'était une attaque qui était très poussive. On rappelle que les Steelers ont été outscorés en nombre de yards, notamment quasiment toute la saison dernière, mais qu'ils réussissaient à gagner des matchs. Là, il y a quand même de quoi faire. Il y a Russell Wilson, il y a Justin Fields, amené, comme l'a dit Romain, pour une bouchée de pain. Il y a toujours Najee Harris en running back, il y a George Pickens qui est toujours là, mais ils ont été chercher aussi Van Jefferson. On a vraiment une attaque qui semble complète et prête pour faire de très très bonnes choses en 2024. Exactement. Je tenais surtout à souligner par rapport à la saison dernière, c'est la très bonne saison de Najee Harris, comme tu as pu le citer, qui a fini quand même septième au niveau des running backs la saison dernière de parcouru. Et ils ont été chercher du coup Cordarrelle Patterson des Falcons en running back Qui, numéro 2. et qui est un excellent Très retourneur de coup de intéressant. pied en plus. Cordarrelle Exactement. Patterson. Et donc je pense que ça va faire un très beau duo au niveau des running backs. Et comme tu as pu le citer, donc au niveau des à noter quand même le départ de Deontay Johnson Ouais. dans le trade pour récupérer Dante Jackson aux Panthers, le cornerback. Malgré ça, ils ont gardé Pickens, pardon. Ils ont récupéré donc Van Jefferson, Quez Watkins et Scott Miller, qui sont des bonnes cibles potentielles pour que ce soit Justin Fields ou Russell Wilson. Et la seule petite interrogation que j'ai au niveau de l'attaque, ce sera de savoir qui sera le quarterback numéro 1. Ouais. Alors, pour Pense que l'instant, ça c'est va parti beaucoup pour être jouer. Wilson. Mais Je pense aussi que Wilson va démarrer, on verra ouais. comment En fait, il se sent. c'est un choix du roi parce que même si Wilson commence à sous-performer, t'as Justin Fields qui est derrière. Donc j'ai envie de dire, Seb, on a la meilleure paire là, de quarterback de toute la NFL, je pense. De loin, de très loin. On l'a souligné, ils ont fait une affaire en or en faisant venir Russell Wilson, puisque effectivement ils vont le payer $20 et un paquet de gâteaux, à peu près. Ils ont fait une excellente affaire en récupérant Justin Fields, qu'on attendait comme le franchise quarterback des Bears, et puis ça s'est pas tout à fait passé de la façon dont Chicago l'imaginait. Et même s'ils réussissent à conserver ce duo, ça peut même être un chouette moment de transition avec un Wilson qui a déjà 35 ou 36 ans, donc qui est quand même plus proche de la fin de sa carrière que du début, et qui peut permettre de donner la confiance dont pourrait avoir besoin Justin Fields s'il doit prendre le poste du titulaire. On peut très bien imaginer une transition de ce genre à Pittsburgh avec un Justin Fields qui, à terme, deviendrait titulaire et deviendrait le QB
que je pense Pittsburgh attend depuis au moins la retraite de Ben Roethlisberger. Voilà, parce qu'il faut quand même reconnaître que depuis, ils n'ont pas été très gâtés sur ce poste-là, hein, nos amis des Steelers. Non, ça c'est assez certain. On a aussi, on n'en a pas encore parlé, mais enfin, vous avez parlé de Patrick Quinn, mais on a quand même une défense qui a tout pour réussir dans cette AFC Nord. On sait que c'est une division qui est très physique, qui est âpre, qui est difficile, qui joue parfois sur des terrains particulièrement compliqué. Là, on a quand même du Cam Hayward, on a du TJ Watt, on a du Patrick Quinn, on a du Alex Highsmith, on a Dante Jackson, Joey Porter, le jeune cornerback. Bref, ça fait quand même une défense très 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 solide. Parle qui veut ou parlez tous les trois. Ça a été le point fort du club. La saison dernière, TJ Watt, il évolue dans une classe à part. C'est le premier joueur à mener la ligue en sac 3 saisons de suite. L'ajout de Patrick Quinn, alors je vais me répéter, hein, mais réussir à piquer un joueur de ce calibre en plus à la maison d'en face, littéralement, c'est pour moi. On se demande à qui ils l'ont piqué. Ouais, on se demande, mais on va y venir à mon avis dans quelques instants. Voilà, on y vient. Mais c'est quand même incroyable qu'un joueur pareil parte chez un rival de division. Ça paraît complètement fou. Pour moi, c'est vraiment un des moves de l'année. Joey Porter, tu l'as souligné, qui finit avec le plus petit pourcentage de complétion accordée de la ligue, 41%. Et surtout, une défense qui était 6e en matière de scoring la saison passée. Et même si elle prend un petit peu de yards, elle était 21e en total yards, eh ben, ça veut dire que quand on s'approche de l'embut, on sort les barbelés et il n'y a plus rien qui passe. Et c'est d'ailleurs ce qui leur a permis de survivre dans cette AFC Nord et de gagner leur place en play-off. Alors que, soyons lucides, peu d'entre nous, au début de la saison 2023, voyaient Pittsburgh évoluer à ce niveau et même finir avec 10 victoires. C'était quand même pas garanti sur facture au départ. Hein. Est-ce que finalement la plus grosse faiblesse des Steelers, c'est pas leur coordinateur offensif? Le mec qui met une attaquée contre l'ancien coach des Falcons, tu vois. C'est moche, hein, mais bon. Non, mais sérieusement, enfin, on peut pas dire qu'Arthur Smith ait brillé offensivement l'an dernier avec les Falcons, ni dans ses choix d'ailleurs, quand on voit comment a été utilisé Bijan Robinson. Franchement, s'il nous gâche l'attaque qu'il y a là chez les Steelers, ça risque de faire quand même un peu parler, quoi. Oui, c'est sûr. C'est pas ce qui me rend le plus optimiste à propos de Pittsburgh. Ah oui, non, moi non plus. Il vient quand même avec quelques éléments. Pittsburgh a été hyper actif à la draft avec les joueurs de ligne offensive. Ils en prennent 3. Premier tour, ils prennent Troy Fautanu. Très belle prononciation. Ouais, magnifique. Ouais, c'est un joueur intéressant parce qu'il peut jouer toutes les positions devant et notamment au centre. Mais ils ont perdu Mason Cole d'ailleurs au centre, les Steelers. Donc c'est pour ça qu'ils pourraient potentiellement prendre la place de centre. Mais je pense que Pittsburgh en attaque va se reposer surtout sur les valeurs sûres qu'ils ont, à savoir les quarterbacks, Pickles et Najee Harris, et espérer que la défense sorte les barbelés. De toute façon, ça va être un enfer à jouer, on sait, Pittsburgh. Autre équipe où ça va être un peu un enfer, ce sera les Browns de Cleveland. 11 victoires, 6 défaites l'an dernier, une place en play-off. Alors ça s'est pas très bien passé pour en play-off, on va pas se cacher. Ils ont pris une petite déculottée du côté de Houston, si je me souviens bien. Donc 11 victoires, 6 défaites pour Cleveland. La première question, Flo, tu vas t'en douter, mais il faut bien la poser. Ouais. Est-ce que c'est enfin la bonne saison pour Deshaun Watson ? Alors j'espère, encore une fois, c'est pareil, on va avoir un souci de blessure pour Deshaun Watson. Après, on le sait quand même, Cleveland, ça reste une équipe qui, leur force numéro 1, ça reste leur défense. C'est la meilleure défense à la passe la saison dernière, c'est la défense à la course la saison dernière. En plus de ça, pour améliorer un peu leur attaque, ils ont pu récupérer Jerry Jeudy, qui est l'un des Broncos. Ils ont récupéré Tyler Huntley et Jimmy Winston. Ah, Saint Jimmy Winston. Exactement. Au cas où, si Watson se blesse, il y aura quand même du monde derrière. Oui. Enfin, il y a du monde après. Ouais. Combien de temps il retient, mais bon.
Après, Joe Flacco a quand même fait une bonne fin de saison. Mais donc on verra ce que ça donne avec les deux nouveaux quarterbacks qui sont 2-3 potentiellement. À noter quand même le départ de Kareem Hunt, qui était un très bon second derrière la machine de guerre, évidemment, et Nick Chubb, qui pour moi est probablement le top 5 des running backs de la ligue, à savoir qu'il était quand même blessé la saison dernière et qu'il a joué 2 matchs. Donc une nouvelle fois encore des problèmes de blessure du côté de Cleveland. Je pense que pour moi, leur plus gros point faible, ça va vraiment être les blessures. Si tout le monde reste à 100% et au niveau, et avec une telle défense, de ce que je pense qu'on peut noter un peu tous les noms, tous les monstres qu'on a en défense du côté de Cleveland, Miles Garrett, Zadarius Smith qu'ils ont reprolongé, Denzel Ward, le cornerback qui est pour moi cornerback élite, c'est impressionnant. Justement, tu parlais des problèmes des blessures et c'est vrai que ça va être la grosse question. Est-ce que tous ces joueurs vont pouvoir rester en santé? Nick Chubb, on a des nouvelles de son retour, mais on n'est même pas sûr encore qu'il soit à 100% pour le début de la saison 2024. Amari Cooper est légèrement touché aussi, David Njoku aussi. Deshaun Watson, on sait qu'il n'a pas fait une saison complète depuis qu'il est arrivé du côté de Cleveland. Flo l'a dit, il y a Jameis Winston et Tyler Huntley qui sont derrière, mais enfin, on connaît les deux personnages, j'ai pas besoin de rentrer dans le détail de Jameis ou de Tyler. Est-ce que finalement, oui, la grosse question, c'est pas de savoir si les Browns vont pouvoir rester longtemps en santé, parce que l'an dernier, ils ont fait 11-6 en utilisant, je crois, 5 quarterbacks par temps. Oui. C'est ça. Si là, toute l'équipe est là tout le temps, ça peut donner quelque chose d'exceptionnel. Ça peut donner quelque chose d'exceptionnel. Il faut ajouter à ça tout de même le talent de Kevin Stefanski, hein, coach of the year 2023. Oui. Il faut le rappeler, qui a quand même la saison dernière réussi à amener son effectif en playoff avec un running back titulaire et un quarterback titulaire, même des quarterbacks titulaires qui ont passé la majorité de la saison dans la boîte à gants. Et ça, c'est quand même pas rien. Après, est-ce que c'est les... Moi, j'ai vraiment peur qu'il y ait un problème au poste de quarterback à Cleveland. Je ne pense absolument pas que Jameis Winston, que Deshaun Watson, ma langue a fourché, que Deshaun Watson soit l'homme de la situation. Il a eu plusieurs bonnes saisons à Houston. Mais alors que Jameis, oui. Alors que Jameis, il est toujours à la hauteur des attentes. En fait. Toujours l'homme de la situation, Jameis. C'est-à-dire qu'on n'en attend rien. Et du coup, voilà. Et on n'est même pas déçus, c'est ça. On n'est même pas déçus. À chaque fois, il se passe un truc quand même. Plus sérieusement, Deshaun Watson, moi, je pense que ces belles années à Houston, elles sont à des années-lumière. Et que Cleveland s'est un petit peu fait avoir sur la marchandise. Je vais pas revenir sur les problèmes extrasportifs parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais moi, j'ai peur que le point faible de ce club, il soit derrière le centre. Ouais. La défense, Flo, on a un peu parlé, Romain, ça reste une défense élite, probablement la défense encore là-dessus, qu'ils vont se reposer avec un Myles Garrett qui est toujours aussi performant et les noms peuvent s'accumuler derrière lui. Est-ce que finalement, chez Cleveland, on se dit pas la défense d'abord et puis on mettra juste un point de plus que l'adversaire? Oui, c'est sûrement l'objectif. Si je devais tempérer un petit peu ce qui vient d'être dit, quand même, Cleveland, l'an dernier, il y a eu une grosse balance entre ce qu'ils faisaient à domicile et à l'extérieur. Ils avaient la meilleure défense, je parle en termes de points encaissés à domicile, ils avaient la pire de NFL à l'extérieur. Il y a Mike Vrabel qui est arrivé aussi cet été dans un rôle un peu sombre de conseiller. On ne sait pas trop ce qu'il va faire là-bas. Il va conseiller. Ouais, il va conseiller. Bon, voilà, il est censé aider le coordinateur défensif. Bon, c'est un peu sombre. Mais la qualité de la défense, voilà, clairement, Myles Garrett, ça va être, je parlais de Pittsburgh tout à l'heure, ça va être un enfer, ça va être encore pire. Mais ouais, non, la défense, elle va être très bonne, ça c'est sûr. Après, à voir, moi, c'est vrai que je suis pas autant optimiste en fait sur Cleveland que ce qui a pu être dit avant, même si il y a effectivement des belles forces en présence. Le contrat de Watson les embête tellement. Cet été, ils ont très peu pu bouger parce qu'il leur prend 63 millions de dollars chaque année sur 3 ans.
Ils n'ont pas eu de pick au premier tour de la draft pour la même raison, pour le trade de Watson. Donc Cleveland sera au rendez-vous, ils seront là. Est-ce que même en forme, je les vois top? Moi, honnêtement, non. J'ai trop de doutes sur cette équipe, en fait. Mais ça, c'est... Oui, vas-y, mon Seb. Alors, il faut ajouter aussi quelque chose qui peut jouer en la défaveur de Cleveland, et on a pointé ce fait tout à l'heure, c'est que après leur bye week, en week 10, ils ont 5 matchs sur 7 à l'extérieur. Et c'est du brutal, hein. Il y a 2 matchs contre Pittsburgh, il y en a un à Kansas City, il y en a un à Cincinnati, et il y a le dernier à Baltimore. Et là, il y a ça quand va, même Baltimore. une série de la mort pour eux qui va être particulièrement musclée s'ils n'ont pas assuré ce qu'il fallait avant leur bye week. Tout à fait. Ça va être de toute façon une division, on le dit, on le répète, mais qui va être extrêmement costaud. Ça va être, je pense qu'on va en parler presque toute la saison de cette division AFC Nord. Préparez-vous à un certain nombre de podcasts sur la AFC Nord. Bon, on mettra les Bengals de temps en temps pour faire plaisir à Seb, parce qu'on sait qu'il aime ça. Mais on parlera des autres aussi, parce que franchement... Tu vas me faire passer pour un anti-Cincinnati alors que c'est Non, absolument non, pas non. le cas, et je vais avoir une fatwa lancée par Arthur contre moi. En même temps, une fatwa lancée par Arthur, c'est difficilement impressionnant. C'est pas ce qui nous fait le plus peur. Hein. Faut quand même être honnête, c'est pas le machin qui nous fait trembler des genoux, quoi. Oui, c'est pas, voilà, c'est pas. Va falloir qu'il vienne accompagner, quoi. C'est ça, parce que s'il vient tout seul, bon. Même dans une ruelle sombre à 23h, t'as plus envie de rire que de te barrer, quoi. Donc bon, soyons honnêtes. Alors, passons aux Ravens de Baltimore, nos amis les corbeaux, hein, qui ont pour coutume de se déguiser d'ailleurs en corbeaux dans leur stade. On ne sait pas pourquoi, ça leur donne un air ridicule, mais le ridicule ne tue pas. Donc après tout, c'est pas plus mal. En parlant de ridicule, Romain, alors, voilà, l'attaque à si tu m'as parlé d'Arthur, ça a chauffé tout, là. Ça a chauffé tout. Je vois ça, dis donc, waouh. Parti n'importe comment. Non, mon Romain, je donne la parole en premier parce que on cache rien à nos auditeurs. Tu es fan des Ravens de Baltimore. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette intersaison 2024 ? Globalement assez déçu. Au-delà des pertes, ce qui me dérange vraiment, c'est le nombre de joueurs qui ont été donnés à des concurrents de division, en fait. Patrick Quinn chez les Steelers, Gino Stone chez les Bengals, ça m'a rendu fou. Ouais, mais c'est parce que vous avez gagné la division, j'ai oublié de le dire. Vous avez gagné la division l'an dernier avec un bilan de, je l'ai plus, 13-4. Ouais, 13-4, exactement. Voilà. Comme vous avez gagné la division, en fait, vous avez joué à vous donner un petit handicap. Et vous êtes dit, tiens, on va donner quelques joueurs à nos concurrents, histoire de voir si on peut être challengé cette année. C'est rien de plus que ça. Je dirais que c'est ça, mais je mentionne aussi Jadeveon Clowney qui est parti chez les Steelers, je crois. Et donc moi, c'est ça qui manque. C'est pas chez les Steelers, Clowney ? Non. Il est parti. Il est parti en NFC Sud, Jadeveon Clowney. Oui. Je sais pas si c'est pas chez les Panthers. Je crois que c'était Carolina. Oui, si, c'est chez les Panthers. Bah, tout les Steelers. Non, c'est pas grave. Mais pour une fois que les Panthers sont un joueur de talent. C'est ça, ouais. Ça fait plaisir. Après, on s'y attendait quand même un petit peu parce qu'il n'y avait plus le cap space nécessaire pour garder tout ce beau monde. Il y a eu aussi une perte dans la ligne offensive assez importante avec comment il s'appelle, Morgan Moses. On a perdu Gus Edwards et J.K. Dobbins aussi, donc c'est beaucoup de pertes dans l'intersaison. Et après, bien sûr, bon, ça, je pense que tous ceux qui suivent de plus ou de loin la NFL le savent. Il y a évidemment eu l'arrivée de Henry, qui fait passer le jeu de course dans une autre dimension, forcément. Justement, Seb, sur cette arrivée de Derrick Henry, est-ce que ça va pas... Alors ça peut emmener le jeu de course de Baltimore dans des dimensions absolument incroyables, mais quelque part, il y a ce doute de se dire déjà, est-ce que Derrick Henry peut encore être le King Henry et ramener autant de yards que ce qu'il faisait du côté de Tennessee, mais aussi, est-ce qu'ils vont pas finir par se marcher sur les pieds avec Lamar Jackson ? Alors, je pense qu'il y a du pour et du contre dans cette argumentation. Ce que j'espère, c'est que justement, Lamar Jackson ne soit plus obligé d'être le deuxième meilleur coureur du club, voire parfois pas loin d'être le premier coureur du club, et que ça va lui enlever cette pression-là. Mais Derrick Henry, bon,
il a quand même 30 ans. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est sa moyenne de yards par portée, qui était à 4,2 la saison dernière et qui ne cesse de chuter, de s'éroder. Plus exactement, c'est pas une chute vertigineuse, Tel le mais qui rocher. s'érode. Tel le rocher, mais cette statistique-là pour tous les running backs qui arrivent à cet âge-là. Donc, j'attends de voir. Il est certain que ce n'est pas un down. Je ne sais pas si c'est un upgrade par rapport à Gus Edwards. Ce serait certainement faire un petit peu insulte à Derrick Henry, qui est un top 2 running back depuis plusieurs années maintenant. En tout cas, ce n'est pas un downgrade pour leur backfield. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'attends de voir. J'attends vraiment de lui qu'il soulage Lamar Jackson sur le côté jeu au sol, parce que en plus, on l'a vu la saison dernière, l'offensive coordinator Todd Monken, il a vraiment ouvert le jeu de passe justement pour cela. Et moi, j'espère qu'il va continuer, parce que on parle de la défense de Baltimore, mais leur attaque, elle était très très belle à voir évoluer. Moi, je me souviens, je vais revenir là-dessus, mais le match contre Détroit, où les Lions prennent une raclée, mais quelque chose de monumental, je crois que ça c'était l'un des plus beaux matchs de l'an dernier, offensivement d'une équipe, hein, très clairement. Et moi j'ai trouvé que c'était hypnotique de regarder sur ce match-là l'attaque de Baltimore évoluer. Tout était fluide, tout roulait, tout fonctionnait. Il y a eu ça et les Dolphins contre les Broncos. Oui, pour d'autres raisons aussi. C'est que ils les ont un peu laissé faire. La pizza arrive. La pizza arrive, Flo. T'aurais pu commander pour tout le monde. On rappelle que chez Tutur, c'est pas les pizzas qui arrivent à 22h, c'est d'autres genres de divertissements. Voilà. Pour Flo, c'est les pizzas. Bon, bah, chacun sa manière de manger. J'ai envie de dire, chacun ses champignons. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'il y a, Seb ? Seb, il est parti, ça y est. Vous m'entendez ? Oui, bah, très bien. Désolé, évidemment, il y a du monde qui arrive toujours quand il faut. Ah oui, mais c'est pas grave, tout va bien. Bon. Tout va bien. Tranquille. Mais oui, t'inquiète pas, on est entre nous, nos auditeurs nous le pardonneront. On continue donc sur cette équipe de Baltimore. Tu savais, tiens d'ailleurs Seb, une info que j'ai vue tout à l'heure. Est-ce que tu savais que Derrick Henry avait exactement le même poids et la même taille que Donald Trump ? Oui, j'ai vu ça. C'est dingue, hein ? J'ai trouvé ça troublant. C'est fou, mais il a plus de yards. Il a plus de yards. Voilà. C'est un truc de fou, quoi. Mais il a moins de condamnations. Oui, c'est pas Deshaun Watson. Alors, Flo, sur cette équipe de Baltimore, est-ce que tu les mets encore favoris, toi, pour l'AFC Nord cette saison ? Est-ce que, parce qu'il y a quand même un effectif offensivement et défensivement qui est largement compétitif, est-ce que pour toi, c'est les favoris naturels de cette AFC Nord ? Alors, je sais pas naturel, mais pour moi, je les mets comme favoris pour plusieurs points. Déjà, par rapport à leur défense, je pense qu'ils ont avec Cleveland justement les meilleures défenses de la ligue. Ils ont des joueurs élistes à chaque poste clé, que ce soit Roquan Smith, Johnson Madubuike qui a été prolongé, Marlon Humphrey, un quarterback, Kai Hamilton. Enfin, ils ont une liste impressionnante au poste, surtout dans la squad défensive. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'avec l'arrivée de Derrick Henry, ça a double tranchant. Soit ça va libérer un peu Lamar Jackson et être largement plus focus sur le jeu de passe, soit ça va encore accentuer le jeu de course. Et je trouve que c'est un peu dommage, malgré le fait qu'ils étaient quand même numéro 1 à la course la saison dernière. Je pense qu'avec un joueur comme Zay Flowers, Andrews, ils ont perdu OBJ et Duvernay, mais ils gardent quand même une très bonne code offensive. J'aimerais bien qu'ils restent quand même un peu plus diversifiés au niveau de leur jeu d'attaque et pas trop focus sur le jeu de course, même si c'est ce qui marche. C'est bon, on a fait le tour, les amis, ça va être l'heure de se mouiller. Non, alors attends. Romain, il veut remettre une pièce dans la machine parce je vais faire vite, mais parmi les pertes, j'ai peut-être oublié la plus importante pour moi, c'est le coordinateur défensif, Mac McDonald, qui est parti à Seattle. Il est parti ouvrir un restaurant. Ouais, merci Flav. Je t'en prie. Qui est vraiment une vraie perte parce que tu perds l'âme de cette défense. Et il y avait un média américain, Sport Illustrated, pour pas les citer, qui disait que la principale perte de Baltimore serait peut-être plus finalement un entraîneur qu'un joueur. Ce qui est, à mon avis, plutôt vrai.
Voilà. Tout à fait. Et ça aurait pu être le cas aussi, on en avait parlé avec les Detroit Lions qui avaient failli perdre leur coordinateur offensif et qui finalement est resté. Et c'est vrai que des fois, on oublie de signaler la perte, et tu fais très bien de le faire, Romain, la perte de certains coordinateurs ou l'ajout. Bon, on en a parlé avec les Steelers. Est-ce que c'est vraiment une réussite? Bref, on verra ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on parle pas toujours des coordinateurs et c'est pourtant des éléments importants parce que mine de rien, ça peut faire très bien marcher une attaque ou au contraire la faire dérailler complètement, et c'est la même chose pour la défense. Bon les amis, c'est l'heure de tomber à l'eau. Plouf, 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 plouf. C'est l'heure d'aller se mouiller. On va commencer par Romain et son objectivité légendaire. Le classement de 1 à 4 de cette AFC Nord 2024. Alors, les Ravens en 1. Et alors, comme moi, je suis. Ça m'étonne. Oh, je tombe des nues. Et comme moi, je suis. Perli pelote. Je vais donner les nombres de victoires-défaites comme pour la FC Sud. Ah oui, c'est vrai qu'il est avec une victoire-défaite. Faut que je prenne mon crayon. Attends. Vas-y. Alors, Baltimore en 12-5, ça fait une défaite de plus que l'an dernier. En numéro 2, j'ai les Bengals que je monte à 11 victoires, notamment et surtout grâce à leur calendrier. En 3, je vais mettre les Steelers. Allez, pareil que les Bengals, 11 victoires. Et je vais mettre les Browns à 9 victoires en dernier. Très bien, donc tout le monde en bilan positif du coup pour cette AFC Nord. Flo. Alors j'ai pas été jusqu'à faire les bilans comme mon ami Romain, Non. mais pour moi ce sera les Ravens également. Et numéro 2, donc qui est plus favorable. En 3, Alors, les attends, Browns. je répète. Numéro 2, les Bengals, parce que... Ouais. Voilà, donc c'est 1 c'est- Ravens, 2 ouais. Bengals, 103 Browns, 104 Steelers, parce qu'il y a eu une petite coupure au moment où tu as parlé de Cincinnati. Est-ce une coïncidence? Exactement. Je ne crois pas. Seb. Alors, de mon côté, comme je l'ai dit, le classement a été très très compliqué à établir. Je m'arrête sur celui-ci. Premier Baltimore, deuxième Cincinnati, troisième Pittsburgh, quatrième Cleveland. Les 4 clubs avec une fiche positive. Et je vais même plus loin, les 4 clubs qui se qualifient pour les playoffs. Ah, ça c'est ta prédiction. Ça c'est ta prédiction audacieuse. Ça. Ça c'est mon voilà Ouais. bold statement. Alors j'ai hésité à la faire aussi. Mais je me suis dit qu'ils allaient se manger entre eux, un peu comme l'an dernier, que dans les dernières semaines, tu vois. Ça... Et en plus, ils ont un calendrier très difficile tous. Donc, ça me paraît difficile. Alors, moi, ma prédiction audacieuse, je vais vous la donner tout de suite. Vous êtes prêts? Vous écoutez? Vous notez? Pittsburgh sera au Super Bowl. Ah, carrément. Oh Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui. Ah, Je vais pas avec le dos de la cuillère, moi. On offre un voyage à Pittsburgh immédiatement à Flav. C'est ça. C'est Romain, si tu m'écoutes de Steelers France, si les Steelers vont à la Nouvelle-Orléans, en plus je rappelle que c'est à la Nouvelle-Orléans, enfin je dis ça comme ça, vous pouvez tous vous cotiser pour m'offrir le voyage. J'irai avec grand plaisir voir les Steelers contre les Saints au Super Bowl. Alors, Romain, une prédiction audacieuse, vas-y. Je me suis trouvé beaucoup trop objectif pendant les quelques minutes qu'on vient de passer. Donc, il est l'heure de renfiler mon costume de fan des Ravens. MVP. Non. Et Joe Burrow ne dépasse pas les 3500 yards à la passe. En ayant joué la saison de façon complète. Une quinzaine de matchs, quoi, au moins. Très bien. Flo est parti. Alors, pour moi, j'avoue que je suis là. Je n'en avais pas vraiment au niveau de cette division, mais je pourrais annoncer les Ravens au Super Bowl. Allez, les Ravens au Super Bowl. Bon, allez, comme ça. Hop, on va être... Romain pour toi, Romain. Ouais, Romain est le Ouais, on va pas se retourner sur cette prédiction-là. Hein. Enfin bon, bref. Alors, les amis, on se retrouve pour les prochains podcasts mardi. Ce sera le podcast LF pour revenir sur le match des Musketeers contre les Bravos de Madrid. C'est samedi à 16h à Jambouin. N'hésitez pas, si vous êtes dans la région parisienne, il reste quelques places, mais pas beaucoup. Et en plus, il y aura moi, il y aura Charles, il y aura Yaya, il y aura tout le monde. Une bonne raison de venir à Jambouin pour ce samedi après-midi.
En NFL, on fera la preview la semaine prochaine de la NFC Est et de la FC Est avec une objectivité absolument diabolique sur le podcast de NFC Est, comme chacun le sait. J'ai une vague idée de savoir. J'ai une vague idée du nom des intervenants sur celui-là. Non mais pour pas te mentir, on était 5 à vouloir être dans le podcast. Ah oui, bah oui. Oh, Non, mais ça tu vois, alors, ça nous étonne. Un podcast à ne pas manquer. Hein. Ah oui, bah la NFC Est, NFC, c'est toujours particulier. Oui, ça c'est sûr qu'avec Bertrand qui va essayer d'être objectif mais qui va pas réussir. Si vous êtes Yaya qui va même pas essayer d'être objectif. Bref, si ça va être. Vous allez passer un mauvais quart d'heure si vous êtes fan des Eagles. Ça va être un bon moment. Bon les amis, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Seb, merci Romain, merci Flo. On se dit à la semaine prochaine. Très bon week-end à tous sur TFA. Salut tout le monde. Ciao, ciao.